Les fonctions de hachage cryptographique prennent en entrée une donnée de n'importe quelle taille et produisent en sortie un résultat de taille fixe, généralement 256 ou 512 bits, appelé valeur de hachage, hash ou encore digest. Une fonction de hachage ne peut pas être inversée. Vous ne pouvez pas recalculer la donnée initiale à partir de son hash. Les fonctions de hachage sont utilisées dans les signatures numériques, le chiffrement à clé publique, le contrôle d'intégrité, l'authentification des messages, la vérification des mots de passe, les protocoles d'échange de clés et de nombreux autres protocoles cryptographiques. Qu'il s'agisse de chiffrer un email, d'envoyer un message depuis son smartphone, de se connecter à un site web en HTTPS ou à une machine distante avec IPsec ou SSH, on finit toujours par utiliser une fonction de hachage à un moment ou à un autre. Les systèmes de stockage en cloud, de même que le logiciel de révision Git, les utilisent pour identifier les fichiers et détecter les fichiers modifiés. Les systèmes de détection d'intrusion machine, ou HIDS, les utilisent pour détecter les fichiers modifiés. Les systèmes de détection d'intrusion réseau, ou NIDS, utilisent des hashes pour détecter les données malveillantes connues pendant leur transit. Les analystes forensiques utilisent des valeurs de hachage pour prouver que des artefacts numériques n'ont pas été modifiés. Et il existe de nombreux autres cas d'usage. Une fonction de hachage unidirectionnelle fournit une empreinte digitale unique de la donnée. Les fonctions de hachage protègent l'intégrité des données en garantissant que celles-ci n'ont pas été modifiées. Si une fonction de hachage est sûre, deux données distinctes devraient toujours avoir des hashes différents. Le hash peut donc servir d'identifiant. Si on modifie ne serait-ce qu'un seul bit du fichier, le hash sera complètement différent. Toute la force cryptographique des fonctions de hachage provient de l'imprévisibilité de leurs résultats. En conséquence, une fonction de hachage sûre ne devrait avoir aucune propriété ou motif qu'une fonction aléatoire n'aurait pas. Les fonctions de hachage sont des fonctions à sens unique. Vous pouvez calculer un hash à partir d'une donnée initiale, mais pas l'inverse. Même en disposant d'une puissance illimitée, il est impossible de déterminer quel message a été utilisé pour produire un hash particulier, car il existe beaucoup de messages dont le hash est identique. Vous pourriez potentiellement trouver des messages ayant la même valeur de hachage, y compris peut-être même le bon, mais vous n'auriez aucun moyen de déterminer quel message a été utilisé. Dans la pratique, il faut s'assurer qu'il est impossible de trouver des messages correspondant à une valeur de hachage donnée, et pas seulement le message qui a été utilisé. C'est la signification du terme Pre-Image Resistance. Quelle que soit la fonction de hachage que vous choisissez d'utiliser, il y aura inévitablement des collisions, en raison du principe des tiroirs. Si n chaussettes occupe m tiroirs, et si n est supérieur à m, alors au moins un tiroir contiendra plus d'une chaussette. Toutefois, bien qu'inévitables, les collisions devraient être aussi difficiles à trouver que le message original, pour qu'une fonction de hachage soit considérée comme collision resistant. En d'autres termes, les attaquants ne devraient pas être capables de trouver deux messages distincts qui ont la même valeur de hachage. Il est plus rapide de trouver des collisions que de trouver des pré-images, grâce à l'attaque des anniversaires, ou birthday attack, dont le principe est le suivant. À partir de n messages et d'autant de valeurs de hachage, vous pouvez produire un total de n fois n-1 sur 2 collisions potentielles en considérant chaque paire de deux valeurs de hachage. On l'appelle birthday attack car elle est traditionnellement illustrée par le paradoxe des anniversaires. Dans un groupe de seulement 23 personnes,
il y a 50% de chances que deux personnes aient la même date de naissance. S'il n'était pas difficile de trouver un autre message qui donne la même valeur de hachage, c'est-à-dire si la fonction n'était pas résistante aux collisions, vous auriez des problèmes comme celui-ci par exemple. Alice prépare deux versions d'un contrat. L'un est favorable à Bob, l'autre lui fait faire faillite. Alice apporte plusieurs modifications subtiles à chaque document et calcule la valeur de hachage pour chacun. Ces changements pourraient être des choses comme remplacer espace par espace, retour arrière, espace, mettre un espace ou deux avant un retour chariot, etc. Alice compare la valeur de hachage des deux documents après chacune de ces modifications jusqu'à ce qu'elle obtienne une paire qui correspond. C'est une birthday attack. Elle reconstruit les deux documents pour qu'ils aient la même valeur de hachage. Alice fait signer à Bob la version du contrat qui lui est favorable en utilisant un protocole dans lequel il ne signe que la valeur de hachage. Au moment opportun, Alice remplacera le contrat que Bob a signé par celui qu'il n'a pas signé. Et elle sera en mesure de convaincre un arbitre que Bob a signé cet autre contrat. La façon la plus simple de hacher un message, c'est de le découper et de traiter chaque morceau l'un après l'autre en utilisant un même algorithme. Cette méthode s'appelle le hachage itératif et on la retrouve principalement sous deux formes. Le hachage itératif à l'aide d'une fonction de compression qui transforme une entrée en une sortie plus petite, également connue sous le nom de construction de Merkle-Damgard. Et le hachage itératif utilisant une fonction qui transforme une entrée en une sortie de même taille, de sorte que deux entrées différentes donnent deux sorties différentes. Ces fonctions sont appelées des fonctions éponges. Toutes les fonctions de hachage développées jusque dans les années 2010 sont basées sur la construction de Merkle-Damgard, MD4, MD5, SHA-1 et SHA-2 par exemple. Le message est découpé en blocs de même taille. Ces blocs sont compressés un par un avec le résultat de la compression du bloc précédent. Pour le premier bloc, il n'y a pas de bloc précédent, alors on utilise une valeur initiale, IV, à la place. Le résultat de la compression du dernier bloc est la valeur de hachage. La longueur du bloc est fixe pour une fonction de hachage donnée, généralement 512 ou 1024 bits selon l'algorithme. La construction de Merkle-Damgard est essentiellement une méthode pour transformer une fonction de compression sécurisée qui prend des données de petite taille et de longueur fixe en entrée en une fonction de hachage sécurisée qui prend des données de n'importe quelle taille en entrée. La construction de Merkle-Damgard n'est pas parfaite, mais elle est simple, et elle s'est avérée suffisamment sûre pour de nombreuses applications. Récemment, on a commencé à utiliser des fonctions de hachage plus simples, appelées fonctions éponges. Celles-ci utilisent une simple permutation au lieu d'une fonction de compression et d'un algorithme de chiffrement par bloc. Plutôt que d'utiliser un chiffrement par bloc pour mélanger les bits du message avec l'état interne, les fonctions éponges font simplement une opération de ou exclusif. La fonction éponge la plus réputée est Keccak, également connue sous le nom de SHA-3. Une fonction éponge fonctionne de la manière suivante. Le message en entrée, M, est complété par une méthode de padding, afin de pouvoir le découper en blocs de R bits, M1, M2, M3, etc. Les B bits de l'état interne sont initialisés à 0. Les blocs de message sont tous de la même taille, soit R bits, et ils sont plus petits que l'état interne, qui fait B bits. Puis le calcul se déroule en deux phases. Pendant la première phase,
on modifie l'état interne en faisant un OO exclusif du premier bloc de message, M1, avec les R premiers bits de l'état interne. Une permutation P transforme ensuite l'état interne en une autre valeur de même taille. Cette séquence est répétée pour les blocs de message M2, M3, M4 et ainsi de suite. Pendant cette phase, le message est donc compressé de manière itérative. C'est la phase d'absorption. Pendant la deuxième phase, on va produire la valeur de sortie, autrement dit le H. On commence par extraire les R premiers bits de l'état interne, ce qui correspond au bloc Z0. Ensuite, on applique de nouveau la permutation P à l'état interne. On va répéter cette séquence plusieurs fois. Plus il y aura d'itérations, plus la valeur de hachage sera longue. La concaténation des blocs Z0, Z1, etc. et la valeur de hachage en sortie. Au cours de cette phase, la valeur de hachage est donc extraite de manière itérative. C'est la phase d'essorage. Et c'est pourquoi on appelle ça une fonction éponge. Les données sont absorbées dans l'éponge, puis la valeur de hachage est extraite de l'éponge en l'essorant. MD5 a été la fonction la plus populaire à partir de 1992, jusqu'à ce qu'elle soit cassée en 2005. Cette année-là, une équipe de cryptanalystes chinois a découvert comment calculer des collisions pour un hash MD5 complet. De nos jours, il ne faut que quelques secondes pour trouver une collision avec MD5 et il ne faut donc plus l'utiliser. Les fonctions de hachage SHA ou Secure Hash Algorithm sont des normes définies par le NIST. Elles sont considérées comme des standards mondiaux et seuls certains gouvernements optent pour leur propre algorithme de hachage, comme par exemple SM3 en Chine, Stribog en Russie et Kupina en Ukraine, pour des raisons de souveraineté plus que pour un manque de confiance dans la sécurité de SHA. SHA-0 a été publié par le NIST en 1993, mais a été rapidement remplacé par SHA-1 en raison de sa vulnérabilité aux collisions. SHA-1 a été publié en 1995 pour corriger un problème de sécurité dans SHA-0. SHA-1 combine une fonction de hachage Merkle-Damgard avec une fonction de compression basée sur un algorithme dédié de chiffrement par bloc, parfois appelé SHA-CAL. Bien que plus sûr que SHA-0, SHA-1 n'en est pas moins vulnérable. En 2005, des chercheurs ont découvert des faiblesses dans SHA-1. Et en 2017, des chercheurs ont présenté 2 documents en collision, autrement dit, donnant le même hash avec SHA-1. SHA-1 n'est plus recommandé par le NIST et vous ne devriez pas l'utiliser. SHA-2 a été conçu par la NSA et normalisé par le NIST. C'est une famille de 4 fonctions de hachage. SHA-224, SHA-256, SHA-384 et SHA-512. Le nombre à 3 chiffres représente la longueur du hash. Du point de vue sécurité, les 4 versions de SHA-2 ont tenu leurs promesses jusqu'à présent. Cependant, après la découverte d'attaques pratiques contre MD5 et SHA-1, les chercheurs et le NIST se sont inquiétés de la sécurité à long terme de SHA-2 en raison de sa similarité avec SHA-1, et ils ont commencé à se dire que des attaques contre SHA-2 n'étaient qu'une question de temps. Le NIST a annoncé un concours en 2007 pour désigner un successeur à SHA-2. Ce concours de fonctions de hachage a été remporté par l'algorithme Keccak, une fonction éponge. Keccak a été conçu par une équipe de 4 cryptographes: Guido Bertoni, Michael Peters, Jill Van Asche et Johan Damon. Keccak est devenu officiellement SHA-3 en 2012. Une des raisons pour lesquelles le NIST a choisi Keccak
c'est qu'il est complètement différent de SHA-1 et SHA-2. D'abord parce que c'est une fonction éponge, et d'autre part parce que c'est plus qu'une simple fonction de hachage. Le standard SHA-3 définit 4 fonctions de hachage. SHA-3 224, SHA-3 256, SHA-3 384, SHA-3 512, pour produire 4 longueurs de hachage possibles, mais aussi 2 algorithmes, Shake 128 et Shake 256, qui sont des fonctions à sortie extensible, ou ZOF, c'est-à-dire des fonctions de hachage qui peuvent produire des hashes de longueur variable, voire même très longs. SHA-3 est le produit de plus d'une décennie de recherche, et des centaines de cryptanalystes qualifiés n'ont pas réussi à le casser. Il est peu probable qu'il soit cassé de sitôt. Johan Daemen est un contributeur majeur aux standards cryptographiques actuels. Il est l'un des concepteurs du hachage cryptographique Keccak, qui a été sélectionné par le NIST pour devenir SHA-3. Avant cela, il avait déjà participé à la création de l'algorithme de chiffrement Rigendell, plus connu sous le nom AES. So how secure is this thing? In fact, it turns out that the security depends on C. The bigger C is, the more secure it is. So the best for security would be to take C equal to B minus 1, and not equal to B, because then we cannot input data anymore. But B minus 1, that we can input 1 bit per round, but then it becomes very inefficient, because we have to apply this permutation F once per bit. So we try to here find a good compromise, and take R as big as possible, such that C still gives you a decent security level. And that's the idea. So Keccak is a sponge function. It's in fact a parameterized sponge function where you can choose R and C rather freely. The only restriction is that their sum must be either 25, 50, 100, 200, 400, 800 and 1600. That's because it makes use of an underlying permutation, Keccak F, and that's not one, there are in fact 7 versions of it. That's just because there's one size parameter that can vary. So the permutation of 25 bits doesn't buy you a lot of security, but it's interesting to do experiments on, because they are not completely independent, they have a lot of properties in common. It becomes interesting from 200 on, so if you have a width of 200, you can already choose capacities that give you a good security level, and 1600, that's really efficient on high-end CPUs. So I'll give you an example. In this SHA-3 standard, there is a function called Shake 128, which is basically a ZOF equal to Keccak with a rate of 1344 bits and a capacity of 256. So the sum of the two is 1600. That makes use of this big permutation. So this capacity of 256, so you get a security strength 128 bits. So that's like the AES version that is most commonly used. So that's really a solid security level. Les fonctions de hachage prennent un message et retournent sa valeur de hachage. Généralement, une courte chaîne de 256 ou 512 bits. N'importe qui peut calculer la valeur de hachage d'un message et ainsi vérifier qu'un message spécifique a bien la valeur de hachage attendue, car il n'y a rien de secret dans le calcul d'un hash. Mais dans certains cas, il peut être souhaitable que n'importe qui ne puisse pas faire le calcul. C'est là qu'entrent en jeu les fonctions de hachage à clé, ou hachage avec clé secrète. Elles ont les mêmes propriétés que les fonctions de hachage unidirectionnelles décrites précédemment, mais elles utilisent également une clé. Seule une personne disposant de la clé peut vérifier le hash. Un MAC protège l'intégrité et l'authenticité d'un message en créant une valeur appelée code d'authentification du message. Tout comme vous pouvez déchiffrer un message si vous connaissez sa clé de chiffrement, vous pouvez vérifier qu'un message n'a pas été modifié si vous connaissez la clé du MAC. Par exemple, imaginons qu'Alice et Bob partagent une clé, K, et qu'Alice envoie un message M à Bob avec son code d'authentification T égale MAC de K et M. À la réception du message et de son code d'authentification, Bob recalcule MAC de K et M et vérifie que le résultat est bien égal au code d'authentification reçu.
Étant donné que seule Alice était en mesure de calculer cette valeur, Bob a la garantie que le message n'a pas été modifié en transit, confirmant ainsi l'intégrité. Et il est sûr que c'est bien Alice qui a envoyé le message, confirmant ainsi l'authenticité. Les communications sécurisées combinent souvent un algorithme de chiffrement et un MAC pour protéger la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité d'un message. Par exemple, les protocoles IPsec, SSH ou TLS génèrent un MAC pour chaque paquet transmis sur le réseau. Si un MAC est sûr, un attaquant ne devrait pas être capable de créer un code d'authentification sans connaître la clé. Les MAC peuvent être utilisés pour authentifier les fichiers entre utilisateurs. Ils peuvent également être utilisés par un seul utilisateur pour déterminer si ces fichiers ont été modifiés, par un virus par exemple. Un utilisateur pourrait calculer le MAC de ces fichiers et stocker cette valeur dans une table. Si l'utilisateur utilisait une fonction de hachage unidirectionnelle, le virus pourrait calculer la nouvelle valeur de hachage après infection et mettre à jour la table. Mais c'est impossible avec un MAC, car le virus ne connaît pas la clé. HMAC permet de construire un MAC à partir d'une fonction de hachage. Les protocoles de communication sécurisés IPsec, SSH et TLS utilisent tous HMAC. CMAC crée un MAC à partir d'un algorithme de chiffrement par bloc, tel que AES. Bien que moins populaire que HMAC, CMAC est déployé dans de nombreux systèmes, notamment le protocole IKE, ou Internet Key Exchange, qui fait partie de la suite IPsec. IKE génère des clés en utilisant une construction appelée AES CMAC PRF 128, ou CMAC basé sur AES avec 128 bits en sortie, comme algorithme principal. Une PRF est une fonction qui utilise une clé secrète pour retourner PRF de K et M, de manière à produire une sortie qui paraisse aléatoire. Comme la clé est secrète, les valeurs de sortie sont imprévisibles pour un attaquant. Les PRF sont destinés à être utilisés dans le cadre d'un algorithme ou d'un protocole cryptographique. Par exemple, les PRF peuvent être utilisés pour créer des algorithmes de chiffrement par bloc dans le schéma de Feistel, présenté dans l'épisode précédent. Les fonctions de dérivation de clés utilisent des PRF pour générer des clés cryptographiques à partir d'une clé maître. Et les schémas d'identification utilisent des PRF pour générer une réponse à partir d'un challenge aléatoire. Le standard de téléphonie 4G utilise une PRF pour authentifier les cartes SIM et leurs fournisseurs de services. Et une PRF similaire sert à générer la clé de chiffrement et la clé MAC à utiliser pendant un appel. Le protocole TLS utilise une PRF pour générer des clés à partir d'un secret maître, ainsi que des valeurs aléatoires spécifiques à une session. Pour être sûr, une PRF ne doit avoir aucun motif qui distingue sa sortie de valeurs véritablement aléatoires. Un attaquant qui ne connaît pas la clé K ne devrait pas être capable de faire le distinguo entre les sorties de PRF de K et M et de vraies valeurs aléatoires. En d'autres termes, un attaquant ne devrait avoir aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un algorithme PRF ou d'une fonction aléatoire. Dans le prochain épisode, nous parlerons des algorithmes de chiffrement asymétriques, autrement dit des algorithmes de chiffrement ayant recours à des clés publiques et privées.